On l'appelait le collectionneur. Sa collection n'était ni d'or, ni de chevaux, mais de dettes d'hommes mauvais, des dettes qui ne se réglaient pas dans le sang, mais par des promesses. Ça faisait 3 semaines qu'il suivait la fille à travers les plaines arides. Le dernier paiement pour le pacte infâme de son père. Pour le collectionneur, ce n'était que la clôture d'un registre, une tâche comme une autre. Il la trouva dans les ruines d'une vieille mission, acculée et tremblante. Ses yeux brillaient d'un air de défi qui faillit l'impressionner. Sa main se tendit vers elle pour en finir, mais elle regarda au-delà de lui, sa propre main se posant sur le doux gonflement de son ventre, sa voix se brisant dans un murmure suppliant. « Je porte un enfant. » Pour la première fois en 10 ans, le collectionneur se figea. Le contrat concernait la dette du père, une seule vie. Mais l'enfant ne figurait pas au registre. Terminer ce que son père avait commencé signifiait maintenant damner une âme innocente, mais défier le contrat condamnait sa propre vie. Le silence qui suivit sa confession devint une présence palpable, plus pesante que les murs de pierre qui les entouraient. La main tendue de Kaelen, qui quelques instants plus tôt était un instrument de finalité, restait suspendue en l'air, tel un outil brisé. Le registre dans son esprit, avec ses colonnes nettes et sa certitude absolue, n'était plus qu'une ruine fumante. Il ne voyait plus que la jeune fille, Elara, sa main formant un pâle bouclier sur la vie qu'elle portait. Ses yeux provocateurs nageaient maintenant dans un espoir terrifiant et désespéré. Un espoir qu'il n'avait ni mérité ni voulu. L'espoir était une complication. L'espoir ne figurait pas au registre. Il était toujours paralysé par cette équation impossible quand un bruit retentit. Un crissement de gravier à l'extérieur des murs de la mission, trop maladroit pour un charognard, trop délibéré pour un animal. Puis le rire grave d'un homme, empestant le whisky bon marché et une confiance abjecte. L'instinct de Kaelen, 10 années d'entraînement aiguisé comme une lame de rasoir, finit par briser sa paralysie. Il bougea sans réfléchir, un prédateur sentant une meute rivale. Une main se posa sur l'épaule d'Elara, la poussant derrière les restes de l'autel en ruine. Un geste d'instinct pur et spontané. L'autre main tenait déjà son colt, le métal froid et merveilleusement simple contre sa paume. 4 hommes entrèrent à cheval dans la cour de la mission. C'étaient des hommes dépenaillés et rudes, du genre à trouver leur courage dans le nombre et leur paix au fond d'une bouteille. Leur chef, un homme corpulent à la barbe graisseuse, mit pied à terre et se dirigea d'un pas arrogant vers l'entrée de la mission. « On sait que t'es là, ma jolie !» lança-t-il, sa voix souillant le silence sacré. « Ton papa t'envoie ses salutations. Il a dit de faire ça proprement, un accident. Le collectionneur doit être loin maintenant, j'imagine. » L'homme cracha un jet de jus de tabac près de l'arche. Il s'attendait à la trouver seule et terrifiée. Il ne s'attendait pas à trouver Kaelen. C'était l'instant de la décision, la croisée des chemins. Le registre était clair. Son affaire concernait la fille. Ses hommes étaient une autre affaire. Un problème qui n'était pas le sien. La solution la plus simple, la plus logique, était de s'éclipser par derrière et de les laisser à leur sale besogne. Son contrat serait toujours rompu, mais au moins il n'aggraverait pas son erreur. Mais Kaelen ne bougea pas. Il sentit le hoquet de terreur d'Elara derrière lui, et ce fut comme une encre jetée dans son âme. Il n'était plus seulement le collectionneur, c'était devenu son problème.
Il y avait touché, et maintenant ça lui appartenait. Avec une fureur froide qui le surprit lui-même, il réalisa qu'il n'était pas en colère contre ces hommes pour leur cruauté. Il était en colère contre eux pour l'avoir forcé à choisir. Le premier homme qui franchit l'arche ne le vit jamais. Le bras de Caëlène s'enroula autour de sa gorge depuis l'ombre, un murmure de mouvement et un dernier soupir étranglé. Le second vit son partenaire s'effondrer et porta la main à son arme. Mais le couteau de Caëlène volait déjà, une strie d'argent qui se termina par un bruit sourd et humide dans la poitrine de l'homme. Les deux derniers dans la cour se précipitèrent vers leurs chevaux, leur confiance d'ivrogne envolée. Caëlène ne leur laissa aucune chance. 2 coups de son colt, si rapides qu'ils résonnèrent comme un unique et définitif coup de tonnerre, et le silence revint. Tout fut terminé en moins de 10 secondes. Un tourbillon de violence brutale et efficace. Mais cette fois, c'était différent. Cette violence n'était pas pour un contrat. Ce n'était pas pour équilibrer un registre. Il baissa les yeux vers ses mains ensanglantées, puis vers la jeune fille blottie derrière l'autel, et un sentiment écœurant et inconnu le submergea. Il venait de tuer 4 hommes, non pas pour clore un compte, mais pour en ouvrir un. Il venait de quitter le seul chemin qu'il ait jamais connu, et la nature sauvage qui s'étendait devant lui était terrifiante et absolue. Il traîna le dernier corps à l'abri des regards, ses mouvements mesurés et sombres. Le désert se chargerait du reste. L'air, qui quelques instants plus tôt crépitait de poudre à canon, semblait maintenant lourd, épais de l'odeur cuivrée du sang frais et des questions qu'il refusait de se poser. Il retourna vers la mission, son ombre longue et dure dans la lumière mourante. À l'intérieur, Elara n'avait pas bougé de sa place derrière l'autel. C'était une statue de terreur, les jointures blanches sur la pierre en ruine, les yeux fixés sur l'entrée, s'attendant à plus de violence. Il vit une entaille peu profonde sur son avant-bras, là où un éclat de bois l'avait éraflé pendant la fusillade. Une autre complication, une autre dette. Caëlène se dirigea vers son cheval, prit sa gourde et un chiffon propre dans sa sacoche. Quand il rentra dans la mission, il ne parla pas. Les mots étaient des choses maladroites et inutiles. Il s'agenouilla devant elle, ses mouvements lents, délibérés, comme on approcherait une jument effarouchée. Il déboucha la gourde, versa un peu d'eau sur le tissu. Elle tressaillit lorsqu'il tendit la main vers son bras, un frisson de peur pure et animale la parcourant. Sa propre main s'arrêta à quelques centimètres de sa peau. Il la maintint là, immobile et patient, jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent. Il n'était pas bon, il était méthodique. Il nettoya la plaie avec une efficacité détachée, son contact étonnamment doux, le geste d'un homme qui savait manipuler les choses fragiles et brisées. Le silence s'étira, seulement rempli par le bruit du tissu humide sur sa peau et ses respirations courtes et rapides. Il termina son travail, nouant le chiffon en un bandage rudimentaire mais solide. C'est au moment où il serrait le nœud que sa voix, un fil de son dans le vaste silence, rompit le charme. Il en enverra d'autres. Ce n'était pas une question. Caëlène grogna en guise d'affirmation, les yeux sur le nœud. « Mon père ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. Caëlène secoua la tête une fois. « Non, l'homme à qui votre père doit de l'argent. » Il vit quelque chose vaciller dans ses yeux, pas seulement de la peur, mais une compréhension naissante. Elle le regardait, le voyant vraiment, non pas comme un monstre,
mais comme un pion sur un échiquier qu'elle commençait à peine à comprendre. La terreur qui avait figé ses traits était lentement remplacée par une résolution fragile et prudente. C'était un regard qui le mettait profondément mal à l'aise. « La dette », dit-elle, comme pour tester le mot. C'était une dette de jeu, envers Silas Caïn. Elle prononça ce nom comme une malédiction, et l'air se refroidit. Caïn ne pardonne pas les dettes, il ne pardonne rien. Voyant qu'il l'avait sauvée, lui, l'homme envoyé pour la réclamer, elle avait fait un choix. Elle venait de donner une arme à celui qui était censé être son bourreau. Pour la première fois, Caïn sentit une fissure dans le mur froid de son détachement. Ce n'était pas de la bonté, ce n'était pas de la pitié, c'était une graine étrangère et malvenue d'empathie, et il sut, avec une certitude qui le glaça jusqu'aux os, que cela allait les faire tuer tous les deux. Ils chevauchèrent durement pendant 2 jours, le silence entre eux une chose constante et vibrante. Caïn les poussait sans relâche, choisissant des sentiers qui n'étaient à des guères plus que des chemins de chèvres, ses yeux scrutant constamment les crêtes derrière eux. La confiance stoïque qui avait été son armure pendant une décennie avait disparu, remplacée par l'énergie sombre et hyper-vigilante de la proie. Il n'était plus le fantôme, il était celui qu'on hantait. Le registre était rompu, le contrat nul. À présent, Silas Caïn devait savoir. Son nom devait déjà circuler sur les fils du télégraphe, non plus comme le collectionneur, mais comme un traître. Une prime serait mise sur sa tête, et pas seulement sur celle de la fille. Il était un problème à régler, un risque, et Silas Caïn était un homme qui réglait les problèmes. Ils trouvèrent refuge dans un relais abandonné, un ensemble de bâtiments tristes, battus par le vent, qui se rendaient lentement au vide immense des plaines. L'une des structures, par miracle, avait encore un bureau de télégraphe à peu près intact. La machine reposait sur un bureau poussiéreux, une araignée de métal attendant un message. Caïn passa une main sur la clé de cuivre froide. Son premier instinct, l'instinct de l'ancien Caïn, fut de télégraphier à Silas, d'essayer d'expliquer, de renégocier les termes impossibles de sa nouvelle réalité. Mais il savait que c'était inutile. Caïn ne négociait pas avec des outils brisés. On s'en débarrassait, tout simplement. Et Lara l'observait depuis l'embrasure de la porte, le visage pâle d'épuisement, les bras enroulés de manière protectrice autour de son ventre. Il vit la question dans ses yeux. Et maintenant ? Pour la première fois de sa vie, Caïn n'avait pas la réponse. Il avait toujours été le plan, la solution finale et brutale. Il n'avait jamais eu besoin d'un plan pour lui-même. Le sentiment de vulnérabilité était un poison amer et inconnu dans sa gorge. Il ne pouvait pas faire ça seul. L'aveu était une blessure à sa fierté, une fissure dans les fondations mêmes de son identité. Mais la survie est un maître pragmatique. Ses doigts commencèrent à tapoter la clé, non pas avec le rythme sec et officiel de ses rapports à Caïn, mais avec une cadence plus ancienne, plus personnelle. C'était un code qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, une relique d'une vie avant le registre. Il envoya le message à un nom qui ne figurait sur aucune des listes approuvées de Silas Caïn, un fantôme de son propre passé. Asher, col de Sadel, 3 jours, prends ta sacoche, dette en cours. Il ne savait pas si l'homme serait là. Il ne savait même pas si le médecin déchu et imbibé de whisky dont il se souvenait était encore en vie. Mais c'était une chance, une tentative.
Alors que le dernier clic de la clé résonnait dans la pièce poussiéreuse, la réalité de son choix s'abattit sur lui comme un linceul. Il venait de déclarer sa rébellion, non pas avec un coup de feu, mais avec un appel à l'aide. Il avait admis sa faiblesse. Il avait admis un besoin. Le collectionneur était vraiment parti, et à sa place se trouvait juste un homme, exposé, et dont le temps était compté. Ils avaient 2 jours avant l'arrivée prévue d'Asher. 2 jours dans le silence douloureux du relais. Kellen avait passé le premier à nettoyer ses armes et à fortifier méthodiquement leur position, trouvant un sombre réconfort dans ses tâches familières. Mais Elara l'avait passé à construire un sanctuaire. Elle ne suppliait ni ne se plaignait. Elle travaillait simplement. Elle trouva un balai et chassa une décennie de poussière. Elle trouva une caisse de vieilles couvertures élimées et commença à les raccommoder avec une détermination tranquille. Elle découvrit un jardin d'herbes à moitié sauvage derrière le bâtiment principal et revint avec des plantes qu'il ne reconnaissait pas, qu'elle fit ensuite bouillir pour en faire une tisane qui apaisa la douleur de ses côtes meurtries. Il l'observait, cette fille qui aurait dû être une simple entrée dans son registre, et se retrouvait à la dérive dans un océan de variables inconnues. C'était une survivante. C'était gravé dans les cicatrices de ses mains, dans sa façon efficace de se mouvoir, dans la résilience de son regard. Il avait construit sa vie sur les lignes claires et dures des contrats et des conséquences, et elle était l'incarnation vivante d'une force que le registre ne pourrait jamais quantifier. Le silence entre eux, autrefois un outil de son métier, ressemblait maintenant à l'aveu de sa propre insuffisance. Il ne savait pas comment lui parler. Alors il posa une question qui ne figurait sur aucun contrat qu'il ait jamais fait appliquer. « Pourquoi vous » Sa voix était comme une charnière rouillée, raide à force de ne pas servir. Elle arrêta son travail, ses mains s'immobilisant sur une couverture déchirée. Elle ne le regarda pas tout de suite, les yeux fixés sur la laine effilochée. « Mon père, commença-t-elle, sa voix basse et stable, il croit que tout ce qui est beau est une pièce à dépenser. La terre, les chevaux, les filles. » Elle leva enfin les yeux vers lui, et pour la première fois, il ne vit pas de la peur, mais une colère profonde et lasse. La dette était importante. Alors Silas Cain lui a fait une offre. Il effacerait la dette, et en échange, je deviendrais sa femme. L'air se vida de la pièce. La compréhension du monde de Kellen, déjà fracturé, vola en éclats. Ce n'était pas une transaction commerciale qui avait mal tourné. C'était une croisade personnelle, possessive. Silas Cain ne voulait pas une vie pour régler une dette. Il la voulait, elle. « Je me suis enfuie, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure. La nuit avant son arrivée. Je savais que le prix pour la promesse rompue de mon père était la collection. Je vous ai choisi. Je pensais qu'une mort rapide valait mieux qu'une longue agonie dans sa cage dorée. » Kellen la regarda, la force tranquille de sa posture, la façon féroce et protectrice dont sa main reposait sur son ventre. Sa mission, la mission froide et dure du registre, avait été de collecter le prix d'une promesse non tenue. Maintenant, il réalisait avec une clarté terrifiante que son but avait changé. Son but était de protéger la femme qui avait osé la rompre. La mission ne concernait plus l'enfant. Elle la concernait, elle. Le 3e jour vint et passa sans aucun signe d'Asher. Une nouvelle sorte de tension, épaisse et suffocante,
s'installa sur le relais. Kellen la sentait dans son ventre qui se nouait, dans la façon dont il comptait méticuleusement ses cartouches restantes, les arrangeant et les réarrangeant sur le rebord de la fenêtre poussiéreuse. Lui qui était une créature de certitude absolue, se retrouvait maintenant échoué dans une mer d'incertitude. Peut-être que le message n'avait jamais atteint Asher. Peut-être que le docteur était déjà mort, le nez dans une bouteille. Peut-être que l'aide ne viendrait pas. Il regarda Elara, qui fixait l'horizon vaste et vide, sa main posée sur son ventre. Il ne vit pas de peur dans ses yeux, mais une résignation familière et sombre. C'était une femme qui avait appris à ne pas compter sur les peut-être. Ce furent les chevaux qui les trahirent. Kellen entendit le tambourinement faible et rythmé à travers la semelle de ses bottes bien avant de les voir. 2 cavaliers se déplaçant avec l'aisance exercée et prédatrice de professionnels. Il sut immédiatement que ce n'était pas Asher. C'étaient les hommes de Cain. Il sut aussi qui ils seraient. Silas Cain était un homme de gestes froids et théâtraux, un maître de la guerre psychologique. Pour chasser un traître, il n'enverrait pas d'étrangers. Il enverrait les propres apprentis du traître. Il enverrait les frères Finch. Kellen sentit un nœud froid se serrer dans son estomac. Il les avait formés lui-même, les avait modelés à partir d'argile brute et violente pour en faire les outils les plus affûtés et impitoyables de l'arsenal de Caïn. Il savait comment il pensait. Il savait comment il bougeait. Ce n'était pas une chasse, c'était un règlement de compte. Il se dirigea vers la porte, saisissant la carabine qu'il avait appuyée contre le cadre. « Restez ici, » dit-il à Elara, sa voix un commandement bas et plat. « Barricadez la porte, ne l'ouvrez pour personne. » Elle hocha la tête, les yeux écarquillés d'une nouvelle terreur, bien spécifique. Elle l'avait vu comme une force de la nature, une solution à ses problèmes. Maintenant, elle le voyait comme quelque chose d'autre, un homme tout aussi piégé qu'elle. Il ne courut pas. Courir était un aveu de peur, et la peur était un luxe qu'on ne lui avait jamais accordé. Il sortit à découvert, se positionnant au centre du relais poussiéreux, une figure solitaire et défiante face au soleil couchant. Il voulait qu'il le voie. Il voulait qu'il sache que c'était un choix. Alors que les frères Finch arrivaient en vue, leurs visages familiers et cruels se durcissant en le reconnaissant, Kellen leva sa carabine. Il n'était plus la proie traquée, se cachant et espérant un miracle télégraphique. Le registre avait disparu, les règles n'étaient que cendres. Tout ce qui restait était ce moment, ce bout de terrain, et la femme derrière la porte barricadée. Pour la première fois, il ne collectait pas une dette, il en défendait une. Il n'était plus Kellen le collectionneur, il était Kellen le protecteur, et il était enfin terriblement en guerre. La douleur était une chose brûlante, un contrepoint brutal au froid glacial du vent qui fouettait le col de Saddle. Kellen avait pris une balle dans la cuisse, un cadeau d'adieu maladroit du plus jeune des frères Finch. Il avait réussi à les distancer, mais le monde commençait à s'effilocher sur les bords, sa vision se brouillant en une traînée de roches grises et de neige. Il saignait trop, et il le savait. Au moment où il aperçut le scintillement d'une lanterne à travers le blizzard, une faible balise dans le chaos tourbillonnant, il était à peine conscient. Il tomba pratiquement de sa selle dans les bras d'un homme qui sentait le whisky éventé et le regret. Asher. Le docteur était plus vieux, plus hanté
que dans les souvenirs de Kaylen. Ses mains tremblant, alors qu'il l'aidait à le traîner dans la petite cabane de mineur exigu qui lui servait d'exil. « Bon sang, Kaylen !» balbutia Asher, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et de vieille familiarité. « Dans quel pétrin t'es-tu encore fourré ?» Il déposa Kaylen sur un lit de camp rudimentaire, ses mouvements maladroits, sa concentration brouillée par l'alcool. Il fouilla dans sa sacoche médicale, le cliquetis du verre et de l'acier, un son frénétique et désordonné. Elara se glissa dans la pièce, silencieuse comme une ombre. Elle jeta un regard à la situation, à la tache sombre qui s'étendait sur le pantalon de Kaylen, aux mains tremblantes du docteur, et sa propre terreur sembla se solidifier en une résolution froide et dure. Elle passa devant Asher, son visage un masque de concentration féroce. Elle tenait un paquet d'herbes dans ses mains, des plantes qu'elle avait dû cueillir dans une crevasse abritée des rochers. « Poussez-vous, dit-elle, sa voix calme, mais résonnant d'une autorité qui trancha à travers le brouillard alcoolisé d'Asher. Il se figea, la regardant comme pour la première fois. Avec une compétence qui démentait sa situation, elle se mit au travail. Elle remplit la plaie d'un cataplasme épais et sombre de feuilles écrasées, à l'odeur terreuse et médicinale. Ses mains étaient au stable, ses mouvements précis. Elle déchira une bande de son propre jupon et pansa la blessure avec une pression ferme et experte qui fit grincer des dents Kaylen, mais ralentit instantanément l'hémorragie. Asher regardait, assommé au point de dégriser, cette jeune fille faire ce que lui, dans son état actuel, ne pouvait pas faire. Il vit la façon dont elle traitait la blessure, l'expertise calme de son toucher. Il ne vit pas une victime, pas une propriété, mais une guérisseuse. Humble, ses propres mains enfin stables, Asher s'avança pour aider, suivant ses instructions. Tandis qu'il s'efforçait de suturer la plaie, il regardait tour à tour la femme farouchement compétente et l'homme inconscient et sanglant sur le lit. Il était venu ici pour rembourser une vieille dette envers Kaylen, une dette de loyauté. Mais en regardant Elara travailler, il sentit une nouvelle dette, plus profonde, s'installer sur ses épaules. Il ne s'agissait pas d'aider un ami, il s'agissait d'être témoin d'une force qu'il ne comprenait pas, et une honte profonde et silencieuse l'envahit. Il fit un vœu silencieux et sobre. Il ne les laisserait pas tomber. Pas encore. Le pouvoir dans la petite pièce bondée avait changé. La jeune fille, sans défense, était maintenant la guérisseuse. Le tout-puissant collectionneur était maintenant le patient. Et le docteur ivre venait de se voir donner une raison de retrouver son âme. Kaylen dériva dans un brouillard fiévreux pendant 3 jours. Le monde était un flou douloureux de moments. La brûlure du whisky sur sa blessure, la pression étonnamment stable des mains d'Elara changeant son pansement, le murmure bas et conspirateur de sa voix mêlé à celle d'Asher. Il refit surface le 4e jour, à l'odeur de la fumée de bois et du café amer. La douleur dans sa jambe s'était atténuée pour devenir un élancement sourd et gérable. Il vit Asher assis à une petite table rudimentaire, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui, son visage marqué par un désespoir familier, et là, Elara n'était nulle part en vue. « Elle est dehors, » dit Asher, la voix rauque. « Elle vérifie les collets. Cette fille, c'est une survivante. » Il but une longue et lente gorgée de la bouteille, ses yeux ne quittant jamais Kaylen. « Tu as eu de la chance.
1 heure de plus et tu étais mort. Elle t'a sauvé la vie. » Caïlen se redressa, ses muscles hurlant de protestation. Il ignora la douleur. « Nous devons partir, » dit-il d'une voix rauque. Il en enverra d'autres. Asher laissa échapper un rire creux et amer. « Partir où, Caïlen? Tu ne comprends donc pas? Il n'y a nulle part où aller. » Il se pencha en avant, son masque d'ivrogne tombant pour révéler une clarté glaçante et sobre. « Je sais pourquoi tu es venu me voir. Tu penses qu'il s'agit d'un contrat rompu. Tu penses que Caïn enverra quelques hommes de plus, que tu les tueras, et que ce sera la fin de l'histoire. » Il secoua lentement la tête. « Le registre n'est pas juste un livre, Caïlen. C'est une toile. C'est un empire bâti sur l'encre et la peur. Caïn ne possède ni terre, ni bétail. Il possède les gens. Il possède des juges à Phénix, des shérifs à Tucson. Il possède l'homme qui gère le télégraphe dans la ville voisine et le gouverneur qui signe les lois. Chaque dette est un fil dans sa toile. Et toi, mon ami, tu n'as pas seulement brisé un fil, tu as essayé de brûler la toile entière. » Une terreur froide, bien pire que la douleur dans sa jambe, s'infiltra dans les os de Caïlen. Il avait passé une décennie à être le monstre dans l'ombre, la conséquence inévitable d'une promesse non tenue. Maintenant, il voyait qu'il n'avait jamais été que le coursier. Le vrai monstre, c'était le système lui-même. « On ne peut pas fuir Silas Cain, » murmura Asher, la voix se brisant. « Il a 1000 bras et ils sont partout. Tant que ce registre existera, tu ne seras jamais libre. Elle ne sera jamais libre. Son enfant naîtra endetté. » Caïlen regarda par la petite fenêtre sale de la cabane. Il pouvait voir Elara se déplacer dans la neige, vérifiant un piège à lapin, sa silhouette se découpant sur le blanc immense et impitoyable. Il ne vit pas une fugitive, mais une mère essayant de subvenir à leurs besoins, une guérisseuse essayant de réparer un monde brisé. Fuir était un jeu de dupes, se cacher était une solution temporaire. Asher avait raison. Le désespoir était un poids froid et physique dans la pièce, menaçant de tous les écraser. Mais alors, en regardant Elara, une nouvelle pensée terrifiante commença à se former, une lueur de lumière impossible dans l'obscurité oppressante. Si on ne peut pas s'échapper de la toile, il ne reste qu'une seule chose à faire, trouver l'araignée et la tuer. À cet instant, le choix fut fait. Le combat n'était pas pour sa vie, c'était pour la sienne et pour celle de l'enfant. Et il n'allait pas le mener en fuyant. Il allait le mener en faisant demi-tour et en marchant droit au cœur du brasier. La ville de Haven, Havre, portait bien son nom, car c'était le paradis personnel de Silas Cain et l'enfer de tous les autres. Alors qu'il descendait la rue principale, Caïlen sentit une terreur froide et familière s'installer en lui. Il connaissait cet endroit. Il avait aidé à le construire, non pas avec un marteau et des clous, mais avec la peur et la certitude inébranlable du registre. En surface, c'était une image d'ordre parfait. Les rues étaient propres, les bâtiments fraîchement peints, pas une seule bagarre d'ivrogne ne débordait du saloon. Mais c'était l'ordre d'un cimetière. Le silence n'était pas paisible. Il était terrifié. Les gens se déplaçaient les yeux baissés, les épaules voûtées, comme si un grand poids invisible pesait sur eux. La marque de Caïn était sur chaque âme. Asher les avait prévenus, mais le voir était différent. Ce n'était pas seulement une ville sous le joug d'un tyran, c'était une démonstration vivante du pouvoir du registre. Un homme ne pouvait acheter un sac de farine ou un verre au saloon
sans que cela soit noté dans le livre du commerçant local. Un livre qui était une copie parfaite de celui de Caïn. Chaque citoyen était une mouche dans la toile, et il venait de marcher en son centre. Kélène garda son chapeau bas, sa main ne s'éloignant jamais de son colt, ses yeux scrutant les toits, les ruelles, cherchant la menace qu'il savait être là, à l'affût. Il faisait des provisions quand cela se produisit. Un forgeron, un homme massif aux bras comme des troncs d'arbres, fut traîné dans la rue par les hommes de main locaux de Caïn. Son crime, sa femme était tombée malade, et il avait manqué une semaine de travail, prenant du retard sur une dette pour une nouvelle enclume. L'homme ne se débattit pas. Il resta simplement là, ses épaules massives, affaissées par la défaite, son visage un masque de honte et de désespoir. Le shérif, un homme que Kélène reconnut comme l'une des premières acquisitions de Caïn, lut le verdict sur une feuille de papier d'une voix claire et sans émotion. Pour non-respect des termes de son contrat, la dette est maintenant doublée. Sa forge et ses outils sont confisqués. Elara étouffa un cri, sa main volant à sa bouche. Elle avait connu la cruauté de Caïn comme une chose personnelle et suffocante. Maintenant, elle la voyait comme une force de la nature systémique qui broyait les âmes. La femme du forgeron se précipita dans la rue, le visage strié de larmes, implorant la pitié. Le shérif se contenta de la repousser. La foule regardait, silencieuse, leur visage un mélange de pitié et de terreur, chacun pensant la même chose. Mieux vaut lui que moi. Kélène sentit la main d'Elara serrer son bras, ses jointures blanches. Il la regarda et vit la peur dans ses yeux. Mais sous cette peur, quelque chose de nouveau se durcissait. La même colère qu'il avait vue dans la mission était de retour, mais ce n'était plus la colère d'un animal acculé. C'était la fureur froide et juste d'une femme qui avait vu le visage du mal véritable et avait décidé, sans équivoque, de se battre. « Ce n'est pas seulement le registre, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant de rage. « C'est tout. Il possède tout. » À cet instant, Kélène sut que leur mission avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de leur fuite, de leur survie. Elle venait de s'engager dans sa guerre, non seulement pour sa propre liberté, mais pour l'âme de cette ville et de toutes les autres comme elle. Ils établirent leur camp dans un canyon, caché à une journée de cheval de Prescott. Une cicatrice déchiquetée dans la terre, dissimulée par un épais bosquet de genévriers et de pins. C'était un lieu de calme et de vigilance. Pendant 3 jours, ils planifièrent. Kélène dessinait des cartes dans la terre avec un bâton, détaillant la disposition du quartier général de Caïn de mémoire. Sa voix un murmure bas et méthodique alors qu'il expliquait les rotations de garde, les points d'entrée et les faiblesses. Asher, maintenant perpétuellement sobre et concentré, ajoutait des détails sur les routines de la ville. Mais c'était Lara qui absorbait tout, ses questions vives et perspicaces, son regard ne manquant rien. Elle n'était plus une survivante, elle était une soldate. Le 3e soir, alors que le feu crépitait et projetait des ombres dansantes contre les parois du canyon, Kélène plaça son colt dans ses mains. Il était lourd, une pièce de machinerie solide et brutale. « Vous devez savoir comment l'utiliser, » dit-il, sa voix dénuée d'émotion. « Pas pour vous battre, pour en finir. Si je tombe, s'ils me prennent, vous ne les laissez pas vous prendre. Ni l'enfant, compris. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, froid et absolu. Elle regarda l'arme, puis lui, et il ne vit pas de peur,
mais une compréhension profonde et douloureuse. Elle hocha la tête une fois, sa main stable en prenant l'arme. Il passa l'heure suivante à lui apprendre. La sensation de la détente, le recul, l'odeur de la poudre dans l'air frais de la nuit. La leçon était une forme d'intimité étrange et brutale. Une confiance forgée dans la certitude partagée de la violence à venir. Alors qu'elle commençait à atteindre ses cibles, ses mouvements devenant plus assurés, le silence entre eux changea. Le mur de détachement professionnel qu'il avait maintenu pendant une décennie s'effondra finalement. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » dit-il, sa voix si basse qu'elle se perdit presque dans le crépitement du feu. Elle s'arrêta, se tournant vers lui, le clair de lune attrapant la question dans ses yeux. Il lui raconta alors les mots rouillés et douloureux, une époque avant le registre, une petite ville, une dette stupide et une famille qui ne pouvait pas payer. Il avait été envoyé pour délivrer un avertissement, un simple message. Mais le débiteur avait paniqué, une lutte s'en était suivie, et dans le chaos, la jeune fille de l'homme, pas plus de 10 ans, avait été prise dans les tirs croisés. Kaylen s'était figé, paralysé par un choix auquel il n'était pas préparé. Et dans cette hésitation, la petite était morte. « Silas Cain a vu une faiblesse là-dedans, » murmura Kaylen, les yeux perdus dans les flammes. « Il a dit que le monde est un chaos et que la seule façon de survivre est d'être l'instrument de l'ordre. Pas de choix, pas de sentiment, juste les chiffres dans le registre. C'était une équation simple et propre, jusqu'à vous. » Il la regarda, la femme qui avait brisé sa mathématique parfaite et stérile, avec la variable impossible d'une nouvelle vie. Pour la première fois, il la laissa voir au-delà du masque, au-delà du mythe du collectionneur, et dans le vide profond et douloureux en son cœur. Il venait de lui donner la clé de son âme, l'origine de sa malédiction. Et dans ses yeux, il ne vit ni jugement, ni pitié, mais une lueur de compréhension profonde et partagée. Ils étaient deux moitiés brisées du même monde balafré, et pour un instant fugace et terrifiant à la lueur du feu, il ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis une décennie. L'espoir. L'infiltration fut un chef-d'œuvre de mécanique silencieuse et mortelle. Asher, utilisant son ancien statut de médecin de la ville, avait créé une diversion à l'autre bout du complexe, une fausse alerte au choléra qui attira la moitié des hommes de Cain. Kaylen se déplaça à travers les patrouilles restantes comme un spectre, un fantôme retournant à l'endroit où il avait été forgé. Sa connaissance de ses passages secrets et de ses angles morts absolus. Ils atteignirent le 2e étage du bâtiment principal, un couloir étroit à un mur seulement du bureau de Cain et du registre qui en était le cœur sombre. Le plan fonctionnait, il était parfait. Et puis, dans le silence étouffant du couloir, Elara halta, sa main volant vers son abdomen, alors que ses yeux s'écarquillaient dans un mélange de choc et d'agonie primale. Un gémissement bas et guttural s'échappa de ses lèvres alors qu'une autre vague la frappait, ses jointures blanchissant là où elle s'agrippait au mur pour se soutenir. Le bébé. Il arrivait. Pas dans quelques semaines, comme Asher l'avait prédit, mais maintenant. Ici, au centre absolu de la toile de l'araignée. Pour la première fois de sa vie, Kaylen sentit l'emprise glaciale de la panique pure et sans mélange. Toute sa confiance stratégique, toute sa vie de certitude violente s'évapora en un instant. Le plan parfait et méticuleux pour détruire le registre, n'était plus qu'une folle entreprise,
une distraction dénuée de sens face à ce nouvel impératif biologique terrifiant. Il regarda vers le bureau de Caïn, au bout du couloir, si proche qu'il pouvait presque sentir le cuir chair de la reliure du registre. La mission, le seul chemin logique vers leur liberté, était juste là. Il pouvait encore le faire. Il pouvait la laisser ici, finir le travail, et espérer revenir à temps. C'était le choix stratégique. C'était le choix intelligent. C'était le choix que le collectionneur aurait fait. Mais quand il regarda Elara, pliée en deux par une douleur silencieuse et déchirante, son visage pâle d'une terreur qui éclipsait tout ce que les hommes de Caïn pouvaient inspirer, il sut que c'était un choix qu'il n'était plus capable de faire. Le registre n'était qu'un livre. Ceci, c'était une vie. Sa vie. Il n'hésita pas. « Le plan est terminé », murmura-t-il, la voix rauque d'une nouvelle urgence primale. Il la prit dans ses bras, sa jambe blessée, hurlant de protestation, et tourna le dos au bureau de Caïn, au registre, à l'objectif stratégique de leur mission. Il ouvrit d'un coup de pied la porte d'un débarras voisin, un petit espace sans fenêtre, sentant la vieille laine et le cèdre, et la déposa doucement sur une pile de couvertures épaisses. Alors qu'il barricadait la porte, les premiers cris des gardes, alertés par un son qu'il était trop paniqué pour se souvenir d'avoir fait, résonnèrent dans le couloir. Il regarda la porte barricadée, puis la femme sur le sol, son corps déjà secoué par une autre contraction, et une réalisation froide et horrifiante le submergea. Il venait d'échanger la chance d'une victoire stratégique contre la certitude d'un cauchemar tactique. Tout était perdu, et tout venait de commencer. Le monde extérieur à leur sanctuaire se dissolvait dans une symphonie de chaos. Des bottes lourdes tonnaient dans le couloir, le fracas du bois qui se brise résonnant, alors que les hommes de Caïn commençaient leur recherche méthodique. Caïlen se tenait dos à la porte barricadée, le colt stable dans sa main, une sentinelle solitaire contre la tempête imminente. Mais son attention n'était pas sur les bruits de la chasse. Elle était sur la femme au sol, son corps une toile d'effort à couper le souffle, agonisant. Le temps se déforma, s'étirant et se compressant autour des respirations saccadées et des gémissements bas et gutturaux d'Elara. Caïlen, un homme qui avait orchestré une centaine d'élégantes symphonies de violence, était maintenant un témoin impuissant et terrifié de la mécanique brutale, chaotique et miraculeuse de la vie. Il suivait les instructions qu'elle haletait entre les contractions, ses grandes mains balafrées, si habituées à la certitude froide de l'acier, cherchant maintenant maladroitement des couvertures et de l'eau chaude qu'il avait trouvée dans un petit placard attenant. Il était une arme sensible, un stratège sans plan, sa compétence légendaire rendue totalement inutile. « Il arrive !» souffla-t-elle, sa voix un son brut, primal, qui semblait ébranler les fondations mêmes de la pièce. Il se plaça à ses côtés, son esprit une page blanche, tout son être concentré sur le miracle profond et terrifiant qui se déroulait devant lui. Juste au moment où le bruit du bois se brisant dans une pièce voisine devenait plus fort, un nouveau son trancha à travers le chaos, le cri frêle et puissant d'un nouveau-né. Caïlen ne vit pas une complication, ni un handicap, mais un être humain parfait, minuscule, au visage rouge, un fils. À cet instant, alors qu'il coupait le cordon avec son propre couteau, les derniers vestiges du collectionneur se consumèrent jusqu'à disparaître. Il n'était plus l'instrument d'aucun registre. Il était un père, il était un protecteur, il était à elle.
Les coups sur leur propre porte commencèrent alors, un martèlement lourd et rythmé qui promettait une fin rapide et brutale. Mais alors que Kellen se tournait, son visage un masque de détermination sombre, il vit quelque chose changer dans les yeux d'Elara. La douleur et la terreur des instants précédents avaient disparu, remplacées par un feu féroce, incandescent. L'animal acculé était parti. Une louve avait pris sa place. « La lampe » murmura-t-elle, sa voix faible mais claire comme une cloche. « Brisez-la » Kellen ne comprit pas, mais il obéit, fracassant la lampe à huile contre le mur du fond. Le liquide huileux s'accumula sur le plancher. « Maintenant, » dit-elle, son regard fixé sur lui, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Donnez-moi l'arme. » Il vit le plan alors, une stratégie désespérée, brillante et suicidaire. Née de l'instinct d'une mère, il lui tendit le colt, le chêne lourd de la porte gémit, la barre commençant à se fendre. Elara prit une profonde inspiration, visa la flaque d'huile et fit un signe de tête à Kaelen. Alors que la porte cédait enfin, encadrant 3 des hommes de Caïn contre l'obscurité du couloir, elle appuya sur la détente. La pièce explosa dans un souffle de flamme, un mur de feu qui consuma l'embrasure de la porte et les hommes qui s'y trouvaient. Dans la lumière ardente et infernale, Kaelen vit son visage, transformé. Elle n'était plus une victime à sauver. Elle était une guerrière, et lui, pour la première fois de sa vie, ne se battait pas seul. La fumée était épaisse et âcre, mais à travers elle, Kellen se déplaçait avec une détermination singulière et glaçante. Il laissa Elara et le nourrisson en pleurs, barricadés dans la sécurité relative du débarras, le feu qu'elle avait allumé étant maintenant un enfer qui bloquait le couloir et consumait les derniers hommes de main de Caïn. Il marcha à travers le chaos, un fantôme se déplaçant dans son propre passé hanté, son colt lourd dans sa main, son esprit une mer calme et froide de résolution absolue. Il trouva Silas Caïn non pas au milieu du combat, mais dans son bureau immaculé, se versant calmement un verre de brandy, comme si les cris et l'odeur de bois brûlé n'étaient qu'un léger inconvénient. Caïn leva les yeux quand Kellen entra, son visage un masque de raison déçue. Il ne montra aucune peur. Il fit simplement un geste vers la chaise, en face de son grand bureau en acajou. « Kellen, dit-il, sa voix l'instrument doux et cultivé auquel Kellen avait obéi pendant une décennie. Une démonstration de chaos impressionnante, inutile mais impressionnante. Il but une lente gorgée de son brandy. Ce n'est qu'une simple rupture de contrat. Une dette est toujours due. Nous pouvons renégocier. Une nouvelle entrée dans le registre. Pour la fille, l'enfant. Et bien sûr, pour votre propre transgression. » Il parlait le langage de l'ancien monde, le langage de la logique et des transactions, le langage selon lequel Kellen avait vécu. Il offrait une porte de sortie, un retour à la certitude froide et nette des règles. Pendant un instant, Kellen sentit l'attrait de cette proposition, le confort séduisant de son ancienne vie. Tout ce qu'il avait à faire était de baisser son arme, d'accepter les nouvelles conditions. Et le monde reprendrait sa forme familière et ordonnée. Il regarda Caïn, l'arrogance calme et possessive de l'homme, la croyance inébranlable en sa propre autorité absolue. Il vit un homme qui croyait que le monde entier pouvait être contenu dans les colonnes nettes d'un livre. Kellen ne parla pas. Il passa devant la chaise offerte, ses yeux se posant sur la source de toute cette douleur et de tout ce pouvoir. Le registre. Il trônait sur un petit piédestal près de la cheminée,
une pierre tombale massive, reliée en cuir, remplie des noms d'hommes brisés. C'était le cœur de Caïn, son âme, la manifestation physique de sa domination sur la vie d'un millier d'âmes. Caïn suivit son regard, une lueur de peur véritable, animale, perçant enfin sa façade composée. « Caïlen, soyez raisonnable, dit-il, sa voix perdant son tranchant lisse. Ce n'est pas juste un livre, c'est l'ordre. C'est la seule chose qui maintient ce territoire. » Caïlen l'ignora. Il prit le registre. Il était lourd, lesté d'une décennie de ses propres péchés, du sang de la jeune fille dans le canyon, de la honte du forgeron dans la rue. Il se tourna, non pas vers Caïn, mais vers la cheminée rugissante. Il entendit Caïn se lever, entendit l'inspiration brusque et paniquée de l'homme. C'était une violence que Caïn ne pouvait pas comprendre, une destruction de symboles, une profanation de toute sa religion. Avec un mouvement lent et délibéré, Caïn étendit les bras et laissa tomber le registre au cœur des flammes. Les vieilles pages sèches se recroquevillèrent instantanément, l'encre cloquant, les noms des damnés se transformant en cendres noires et insignifiantes. Un rugissement profond et cathartique remplit la pièce alors que le feu consumait la source de toute leur douleur. Il n'avait pas tué l'homme, il avait tué son Dieu. Et dans le silence qui suivit, au milieu de l'odeur de cuir brûlé et de promesses rompues, Caïlen se sentit enfin libre. Ils quittèrent Prescott à la faveur d'une nuit sans étoiles et sans lune, laissant derrière eux les ruines fumantes de l'empire de Silas Cain. Asher leur avait procuré un chariot et 2 mules robustes, et ils voyagèrent en silence, le seul son étant le grincement des roues du chariot et le cri doux et occasionnel du nouveau-né blotti dans les bras d'Elara. La menace était passée. La toile était brûlée. Caïlen ne ressentit pas de triomphe, mais un vide profond et terrifiant. Pendant 10 ans, il avait été le collectionneur. Son identité avait été une équation simple et brutale, gravée dans les pages du registre de Caïn. Maintenant, le registre n'était que cendre, et il était rien. Un fantôme sans but, une arme sans maître. C'était un homme libre, et il ne s'était jamais senti aussi perdu. Ils campèrent près d'un petit ruisseau clair. Elara s'occupait du bébé, ses mouvements un portrait de grâce maternelle et lasse. Caïlen s'assit près du feu, fixant les flammes, sentant le poids fantôme du registre, la certitude familière et froide de ses règles. Il avait vécu sa vie dans un monde de noir et de blanc, de dettes dues et de paiements collectés. Maintenant, il était à la dérive dans une mer de gris sans fin et terrifiante. Il n'avait pas d'identité, pas de code, aucune idée de ce qu'un homme comme lui était censé faire le lendemain de la fin de la guerre. Elara vint s'asseoir à côté de lui, le bébé endormi blotti dans une écharpe contre sa poitrine. Elle ne parla pas pendant un long moment, le silence entre eux n'étant plus tendu, mais doux et contemplatif. Puis elle tendit la main et prit la sienne. C'était un geste simple, mais il semblait plus profond que n'importe quel coup de feu. Ses doigts tracèrent le réseau de vieilles cicatrices pâles qui sillonnaient ses jointures et le dos de sa main, la carte d'une vie violente. « Tout le monde a un registre, dit-elle, sa voix douce comme le bruissement des feuilles. Un registre de ses dettes, de ses péchés. » Il commença à retirer sa main, une honte familière s'enroulant dans son ventre. Mais elle la retint, sa prise douce mais ferme. « Vous vous trompez sur le vôtre, » continua-t-elle, ses yeux rencontrant les siens à la lueur du feu.
J'ai vu votre registre. Je l'ai vu dans la mission quand vous vous êtes interposé entre ces hommes et moi. Je l'ai vu au relais quand vous avez affronté les Finch seuls. Et je l'ai vu dans ce débarras quand vous avez choisi ma vie et la vie de notre fils plutôt que votre mission. » Elle porta sa main à sa joue, la peau rugueuse et balafrée contrastant vivement avec la sienne. « Votre registre n'est pas un registre de dettes collectées, Kaelen. C'est un registre de vie sauvée. Ma vie, la vie de notre fils. » Il la regarda, la femme qu'on l'avait envoyée réclamer, maintenant l'auteur de son salut. Il sentit une fissure dans le vide froid et creux en lui, une fissure à travers laquelle une lumière nouvelle, terrifiante et belle, commençait à briller. Il n'était pas un homme sans code. Il était un homme à qui on venait d'en donner un nouveau. L'ancien Kaelen, l'instrument d'un livre impitoyable, était mort dans les flammes avec le registre. Et à sa place, dans la chaude lueur du feu, un nouvel homme était en train de naître, lentement, douloureusement. 1 an plus tard, le monde était redevenu vert. Ils avaient trouvé une petite vallée oubliée, haut dans les montagnes, un endroit que les cartographes avaient négligé, arrosé par un ruisseau qui ne tarissait jamais. Leur ferme n'était guère plus qu'une cabane robuste que Kaelen avait construite de ses propres mains. Une petite grange pour leurs 2 mules et une parcelle de terre qui commençait à peine à montrer les premières pousses vertes et tenaces d'une récolte de printemps. Le silence ici était différent du silence terrifié de Haven ou du silence vide du relais. C'était un calme vivant, rempli du bruissement des nouvelles feuilles, du chant du ruisseau et du gazouillis heureux et occasionnel d'un enfant découvrant ses propres mains. Kaelen était assis sur le porche, réparant une pièce de harnais en cuir. Le travail familier et rythmait un baume apaisant pour son âme. Il n'était plus le collectionneur, un fantôme hanté par les dettes des autres. Il était Kaelen, un mari, un père, un bâtisseur. Elara sortit et s'assit à côté de lui tendant une tasse en étain d'eau fraîche. Elle s'appuya contre lui, sa tête reposant sur son épaule, et ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant leur fils qui commençait tout juste à ramper, explorer le nouveau monde verdoyant des marches du porche, avec un émerveillement aux yeux écarquillés. Le son d'un cavalier approchant. Autrefois un signal de terreur imminente était maintenant le bienvenu. Le docteur Asher franchit la petite colline sur une mule au dos encelé, un large et sincère sourire aux lèvres. Il était sobre, les yeux clairs, les mains stables. Il venait une fois par mois, apportant des provisions et des nouvelles du monde au-delà de leur sanctuaire. Il mit pied à terre, tendant à Elara un petit sac de sucre et une nouvelle aiguille. « Il grandit, » dit Asher en désignant le garçon. « Il te ressemble, Kaelen, la même mâchoire têtue. »« Nous avons choisi un nom, » dit doucement Elara, ses yeux ne quittant pas l'enfant. Kaelen la regarda, une question silencieuse dans son regard. Il lui avait laissé le soin de le nommer, une petite partie de son passé qu'il n'avait aucun droit de réclamer. « J'avais un frère, » dit-elle, la voix chargée d'un souvenir que Kaelen n'avait jamais entendu. C'était un homme bon, un homme gentil. Avant que les dettes de mon père ne consument tout, c'est lui qui nous protégeait. Elle leva les yeux vers Kaelen, ses yeux brillants de larmes non versées. Il s'appelait Samuel. Kaelen sentit une justesse profonde et poignante s'installer au plus profond de ses os. C'était ça. C'était l'entrée finale dans le seul registre qui comptait désormais.
Ce n'était pas une histoire de dette et de paiement, de violence et de survie. C'était l'histoire d'un héritage. Pas un héritage de richesse ou de pouvoir, pas un royaume bâti sur la peur, mais quelque chose de bien plus fragile et infiniment plus précieux. C'était l'héritage du nom d'un homme bon, transmis, une graine d'espoir plantée dans un nouveau monde verdoyant, le témoignage que même après le plus cruel des hivers, la vie, tenace, belle et implacable, pouvait toujours recommencer.